Quand mon père a été mis en terre, un autre homme a aussitôt rempli le vide. Pas comme un père, mais comme un tyran. Cette maison, disait-il avec ce regard dur et froid, a désormais ses propres lois. En une seule nuit, tous les souvenirs tendres de mon enfance se sont évaporés. Bonjour à vous, mes chers amis. Quel bonheur de pouvoir bavarder avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Louise de la Gloire, j'ai bien vécu mes aînés. Je suis née à Menton, au bord de la frontière entre la France et l'Italie, au cœur des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je vis à Nice, cette ville douce qui m'a adoptée comme une fille. Le temps s'écoule, mais l'âme, elle, garde la fraîcheur de la jeunesse, vous ne trouvez pas? Ce matin encore, je me suis réveillée avant le lever du soleil, comme à mon habitude. Un bon thé fumant à la main, j'étais déjà installée dans ma cuisine quand l'aube pointait à peine. J'aime m'asseoir sur ma terrasse, respirer la brise marine et murmurer ma gratitude d'avoir vu un jour de plus. D'ici, j'aperçois la baie des Anges quand le ciel est clair. Un spectacle merveilleux, comme une caresse que la nature m'offre au réveil. Ce que je préfère faire, c'est broder, sans aucun doute. Ma collection de napperons et de torchons est devenue un véritable trésor. Chaque point est cousu avec soin, chaque motif pensé avec amour. J'ai commencé tard, vers mes 50 ans, une fois que les enfants avaient quitté le nid. Avant cela, la vie n'était qu'obligation, travail, et encore du travail. Mais la broderie est venue comme un baume au moment où j'en avais le plus besoin. C'est Madame Carmélie, ma voisine d'alors, paix à son âme, qui m'a appris les premiers gestes. Elle disait toujours, « Louise, chaque point remet de l'ordre dans les idées. Chaque fil, c'est un nouveau chemin. » Et elle avait raison. En brodant, j'ai appris à tisser aussi mes souvenirs, certains doux, d'autres un peu plus amers. Aujourd'hui, je vis dans cette petite maison modeste mais chaleureuse. 2 chiens m'y tiennent compagnie, Moustache et Mimi. Mon fils Auguste habite tout près. Le dimanche, il passe toujours avec ses enfants, mes petits-enfants adorés, mes soleils. Oh, j'allais oublier. Si cette conversation vous plaît, offrez-moi un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Cela réchauffe mon vieux cœur. Et vous, mes chers amis derrière l'écran, dites-moi donc dans les commentaires, de quelle ville de France m'écoutez-vous? À quel moment de la journée trouvez-vous un instant pour m'écouter? Le matin, un café à la main? L'après-midi après le repas? Ou tard le soir? Je lis toujours chacun de vos mots. Cela me fait chaud au cœur de savoir d'où vous venez et à quel moment vous me prêtez vos oreilles. Alors n'hésitez pas, d'accord? Tissons ensemble ce fil d'affection. Mais vous savez, ma vie n'a pas toujours eu ce goût sucré qu'on pourrait lui prêter aujourd'hui. Comme tout un chacun, j'ai connu mes tempêtes. Et c'est dans l'œil de l'une d'elles que j'ai découvert ce que signifiait vraiment le courage. On dit parfois que c'est face au grand méchant loup qu'on comprend ce qu'on a dans le ventre. Et dans mon histoire, il y a bien un loup. Mais il y a aussi de la force, de l'espoir. Parfois, je crois que je devais passer par tout cela pour devenir celle que je suis. Une femme capable d'apprécier chaque rayon de lumière, après une nuit longue, noire et glaciale. Tout a commencé lorsque j'étais encore une enfant, là-bas à Menton. Le Mistral soufflait fort et les histoires de la frontière berçaient mes rêves naïfs. Je suis née à Menton, là où la mer rencontre les montagnes, à la croisée des chemins entre la France et l'Italie. Notre maison était modeste, en pierre claire typique du pays, avec une petite cour où ma mère, Léonore, faisait pousser toutes sortes d'herbes et de légumes. Son jardin exhalait des parfums que je ressens encore dans ma mémoire, basilic, thym, romarin, et ces tomates juteuses qu'elle cueillait le matin pour le déjeuner. Elle préparait des tisanes maison aux vertus mystérieuses, et j'adorais la voir effleurer les plantes du bout des doigts comme si elle leur parlait. Mon père, Ernest, travaillait comme douanier. C'était un homme réservé, avec des gestes mesurés, mais son regard en disait toujours long. Chaque soir, en rentrant, il sortait quelque chose de sa poche comme un magicien, un caramel, un ruban coloré, ou une anecdote ramassée en route. J'étais leur unique enfant. On disait de moi que j'étais une petite fille choyée, et c'était vrai. Notre quotidien était simple, mais imprégné d'affection.
On se réveillait dès l'aube, au chant du coq, un gaillard orgueilleux nommé Sultan qui se croyait roi du quartier. Ma mère cuisinait du pain frais chaque matin. Toute la maison se remplissait de cette odeur réconfortante de pâtes levées et de croûtes dorées. Après le petit déjeuner, je partais à l'école du village. Il n'y en avait qu'une seule, alors tous les enfants du coin y allaient. Je me souviens de Madame Irène, notre maîtresse, une femme aux cheveux blancs relevés en chignon, toujours penchée sur ses cahiers avec ses lunettes au bout du nez. C'est elle qui m'a appris à aimer les mots. Elle disait que j'avais une aisance naturelle pour écrire, une sensibilité particulière qu'on ne voit pas chez tout le monde. Une fois la classe terminée, c'était le moment le plus attendu de la journée, le jeu. Avec mes amis Claire, Théodore et Bérénice, on se retrouvait près du champ derrière ma maison. On jouait à chat perché, on courait après notre ombre, on se lançait des défis, on riait jusqu'à en perdre haleine. Le soir venu, les pieds couverts de poussière, les mains tachées par les murs volés en route, on rentrait chez nous le cœur léger. Le dimanche, c'était le jour des retrouvailles. Toute la famille se réunissait autour du barbecue provençal dans notre cour. Mon père s'occupait de la viande, pendant que ma mère préparait sa fameuse salade de pommes de terre à la mayonnaise. Les voisins venaient avec leurs instruments, surtout l'accordéon. On chantait, on dansait, on refaisait le monde. À cette époque, les portes restaient ouvertes. On entrait, on sortait, on partageait le pain et les secrets. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous ne manquions de rien. Mon père faisait tout pour que je puisse aller à l'école avec un cartable neuf, et ma mère complétait les revenus en cousant pour les familles aisées. Je la revois, courbée sur sa machine Singer noire, fredonnant en travaillant, transformant de simples étoffes en robes de fête, pantalons ou chemises bien taillées. Les hivers à Menton étaient rudes. Le mistral s'infiltrait dans chaque interstice de la maison, mordant les joues, glaçant les nuits. Quand le froid devenait trop intense, on se réunissait autour du poêle à bois. Mon père racontait alors des histoires d'un autre temps, des récits de guerre, de résistants héroïques, de fantômes qui rôdaient entre les collines. Je m'enveloppais dans la couverture que ma grand-mère avait tissée de ses mains, mi-effrayée, mi-fascinée. Mais peu à peu, j'ai vu mon père changer. Il était plus fatigué, plus silencieux. En rentrant du travail, il posait la main sur sa poitrine et s'asseyait sans dire un mot. Ma mère lui préparait des infusions de mélisse et de verveine, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Le docteur Maurice, le seul médecin du village, venait souvent. Il parlait d'hypertension, de troubles cardiaques, des mots que je ne comprenais pas encore, mais dont le poids me serrait la gorge. Je surprenais des chuchotements entre les adultes, des silences soudains quand j'entrais dans la pièce. Et puis je la voyais, ma mère, pleurer discrètement en frottant le linge. Notre maison recevait plus de visites, mais le rire avait déserté. Quelque chose se préparait, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je le sentais, sans le comprendre. Et puis un matin d'automne, alors que les feuilles mortes coloraient la cour, tout bascula. Ce matin-là, mon père ne s'est pas levé. Il était encore allongé dans le lit, les yeux à demi ouverts, mais son regard semblait perdu. Ses lèvres avaient pris une teinte bleutée, et un côté de son corps restait figé, insensible. Ma mère a crié. Les voisins sont accourus. On l'a transporté en urgence à l'hôpital de la ville, ce petit bâtiment blanc au fond d'une ruelle étroite. Moi, on m'a laissé chez Madame Dilda, notre voisine, qui tentait de me distraire avec des biscuits secs et des histoires inventées. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de grave se passait. 3 jours plus tard, mon père est parti pour de bon. Le médecin a parlé d'un accident vasculaire cérébral, une conséquence de ces problèmes de tension qu'il avait gardés pour lui. Je me souviens du cercueil installé dans notre salon, des gerbes de fleurs posées partout, de ces regards qu'on me lançait en murmurant « Pauvre gamine, si jeune pour perdre son papa ». Je les entendais, même s'ils pensaient que non. Ma mère, toute de noir vêtue, paraissait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. C'est ce jour-là, à l'enterrement, que j'ai revu pour la première fois depuis longtemps mon grand-père Hercule. Le père de mon père. Un homme grand, les épaules droites comme une poutre, le regard dur comme le silex.
Ils vivaient à Caen et n'étaient venus que rarement nous voir. Ma mère disait qu'ils ne s'entendaient pas. Ils n'avaient jamais accepté leur mariage, trouvant que ma mère ne venait pas d'une famille convenable. Ce jour-là, il est apparu vêtu d'un manteau noir, un chapeau vissé sur la tête qu'il n'a même pas retiré à l'église. Il a salué chacun d'un ton glacial, y compris moi, sa seule petite fille. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il n'est pas reparti après les funérailles. Quand tout le monde est retourné chez soi, lui est resté assis dans notre salon, une valise posée à ses pieds, les yeux inspectant chaque recoin de la maison. Et c'est là que j'ai compris, d'un pressentiment d'enfant, que notre existence allait encore basculer. Mais cette fois, ce ne serait pas le chagrin de la perte qui allait nous blesser. Ce serait quelque chose de plus sournois, de plus constant, une douleur à visage humain. L'arrivée de mon grand-père n'a pas été un simple séjour de soutien. Au début, ma mère disait qu'il était là juste pour aider à mettre de l'ordre dans les papiers laissés par mon père, notamment les démarches liées à sa retraite. Mais très vite, il est devenu évident qu'il ne comptait pas repartir. Un soir, alors que nous étions à table, il déclara sans gêne: « Une femme seule avec une gamine ne peut pas s'en sortir sans homme dans cette maison. C'est à moi de veiller sur vous désormais. » Ma mère, encore engourdie par le deuil, n'a pas protesté. À l'époque, une veuve avec un enfant rencontrait bien peu d'aide. Les factures s'empilaient, l'argent laissé par mon père fondait vite. Et puis, il faut l'avouer, mon grand-père touchait une pension militaire confortable. Sa présence semblait, au début, un compromis acceptable. Mais ce qui paraissait être une aide s'est transformé lentement en prise de pouvoir. Tout d'abord, il a déplacé les meubles du salon. Cette disposition est absurde, disait-il. Ensuite, il a imposé des horaires stricts pour les repas. Chez moi, on dîne à 18 heures précises, affirmait-il, oubliant que ce n'était pas sa maison. La machine à coudre de ma mère, qui trônait dans le salon, a été reléguée dans un coin sombre de la chambre. Une femme respectable ne reçoit pas des étrangers chez elle, a-t-il tranché. Si elle veut coudre, qu'elle le fasse pour nous, pas pour les autres. Peu à peu, les visites que recevait ma mère se sont espacées. Quand ses amis passaient, il restait planté à côté d'elle, les bras croisés, le regard lourd. Il interrompait les conversations, inventait des tâches urgentes pour l'occuper. Quant à moi, j'allais toujours à l'école, mais il m'imposait de rentrer aussitôt après la classe. Fini les jeux dans la rue avec Claire ou Théodore. Une fille traînant dehors, c'est bon pour alimenter les commérages, disait-il en m'attendant devant la grille chaque jour, toujours à l'heure. Un jour, je suis rentrée et j'ai trouvé ma mère en pleurs, assise sur le sol de la cuisine. Ses yeux étaient rouges, gonflés. En me voyant, elle s'est vite essuyé le visage et a forcé un sourire. « Ce n'est rien, ma chérie. Juste un peu de fatigue. » Mais ce n'était pas vrai. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Mon grand-père avait retrouvé dans une boîte des lettres que mon père avait écrites à ma mère quand ils étaient encore fiancés. Des mots doux, des souvenirs heureux, des photos jaunies. Il les avait qualifiées de « correspondance indécente » et les avait jetées dans le poêle à bois. Comme s'il voulait effacer toute trace de bonheur passé. Même la garde-robe de ma mère a changé. Ses robes colorées ont disparu, remplacées par des tenues ternes, sans vie. Une veuve doit se vêtir avec sobriété, répétait-il. Et lorsque ma mère voulut organiser une petite fête pour mes 12 ans, juste Claire et sa famille, un gâteau au chocolat, quelques sucreries, il entra dans une colère noire. Fêter quoi? Et avec quel argent? Ma mère avait pourtant mis de côté quelques pièces gagnées en cousant en secret, mais il n'a rien voulu entendre. Il a tout annulé. Ce soir-là, nous avons mangé le gâteau à trois, en silence, la gorge nouée. Et moi, j'ai pleuré seule dans mon lit, le cœur brisé. À partir de ce moment-là, tout a commencé à changer pour moi. Mon corps d'adolescente se transformait, et avec lui, le regard de mon grand-père. Il me dévisageait d'une manière qui me glaçait le sang. Son œil brillait d'un éclat trouble chaque fois que je passais près de lui. Il commentait mes vêtements, même les plus simples. « Cette fille devient provocante », disait-il à ma mère, comme si je n'étais pas là.
Elle doit apprendre à se tenir comme une jeune fille respectable. Les règles de la maison se multiplièrent. Plus de musique, c'était, selon lui, l'œuvre du diable. Chaque dimanche, nous devions aller à la messe, assises au premier rang, sous son regard vigilant, comme une mise en scène pour prouver à tout le village combien il prenait soin de sa famille. À la maison, tout devait être impeccable. Ma mère cuisinait, lavait, repassait selon ses ordres. Moi, je faisais le ménage, je mettais la table, je servais les repas. Si quelque chose n'allait pas, les reproches tombaient aussitôt. Parfois, les mots étaient suivis d'une gifle ou d'un tirage d'oreille. Fille mal élevée. Ton père aurait honte. Je savais au fond de moi que c'était faux. Mon père ne m'aurait jamais frappé. Mais il n'était plus là pour me protéger. Et lui, il se savait tout-puissant. Il répétait sans cesse, « Vous vivez sous mon toit, vous mangez grâce à mon argent », comme si la maison bâtie par mon père n'avait jamais appartenu qu'à lui. Ma mère, elle, s'éteignait peu à peu. Cette femme vive, joyeuse, qui chantonnait en cousant, n'était plus qu'une ombre silencieuse qui obéissait. Ses yeux avaient perdu leur lumière. La nuit, je l'entendais pleurer doucement derrière la cloison. Quand je venais la voir, elle me caressait la main et disait seulement « Un jour, ma fille, un jour, tout cela finira ». C'est vers cette époque que mon grand-père commença à inviter ses amis. Des hommes de son âge, ou plus vieux encore. Ils venaient boire du pastis et jouer aux cartes dans le salon. Ma mère et moi devions leur servir les verres et les amuse-bouches. Toujours avec un sourire forcé. Parmi eux, il y avait Monsieur Tiburce, l'épicier, et Monsieur Clément, un ancien militaire. Leurs regards me mettaient mal à l'aise. Ils faisaient des plaisanteries grossières, riaient fort quand je paissais. Et mon grand-père, loin de les reprendre, semblait s'en amuser. Un jour, tu auras besoin d'un mari, petite, disait-il, d'un ton qui me faisait frissonner. Et les hommes n'aiment pas les filles gâtées. Je baissai la tête, le cœur battant à tout rompre. Une nuit, après le départ de ses amis, il m'appela depuis le salon. Sa voix était pâteuse, chargée d'alcool. « Viens ici, ma fille. » Je restai figée. Il insista. « Approche, je ne vais pas te manger. » Quand j'entrai, il me regarda de haut en bas, un rictus sur le visage. « Tu ressembles à ta grand-mère quand elle avait ton âge, » murmura-t-il. Elle aussi faisait la fière, jusqu'à ce qu'elle apprenne à être une bonne épouse. Je sentis un froid traverser tout mon corps. J'ai reculé, puis j'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai tourné la clé dans la serrure, tremblante. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à ma mère. Pour la première fois depuis des mois, je vis dans ses yeux autre chose que la peur. De la colère. Elle me prit les mains et murmura « Louise, promets-moi de ne jamais rester seule avec lui quand il a bu. Ferme ta porte, quoi qu'il arrive. Garde le silence, même s'il frappe. » J'ai promis. Pendant un temps, notre petite ruse fonctionna. Mais il s'en rendit compte. Un soir, il s'est mis à hurler. « On ne ferme pas les portes dans ma maison. Qu'est-ce que vous me cachez ?» Il a arraché la clé de ma porte et ne me l'a jamais rendue. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était prisonnière. Plus de fuites possibles. Plus d'alliés. Ma mère n'avait plus de famille proche, et moi, je n'avais que l'école qui était devenue mon seul souffle d'air. Mais même là, il venait me chercher à la sortie. Je vivais dans la peur constante. Peur de ses cris, de ses silences, de ses mains, de ses yeux. La nuit, j'enfouissais ma tête sous l'oreiller, priant pour qu'il s'endorme avant de venir rôder dans le couloir. Et chaque matin, je me jurais que je deviendrais forte. Assez forte pour nous sortir de là. Les semaines passaient lentement, comme si le temps lui-même s'était figé dans cette maison. Chaque jour ressemblait au précédent, rythmé par ses ordres et ses colères. Ma mère et moi marchions sur des œufs, évitant tout ce qui pouvait le contrarier. Mais un dimanche, alors que nous revenions de la messe, j'ai revu Madame Irène, mon ancienne institutrice. Elle était assise sur un banc, à l'ombre d'un platane, un livre entre les mains. Quand elle m'a aperçue, elle s'est levée aussitôt, le sourire aux lèvres.
Louise, ma chère, comme tu as grandi. Je me suis sentie fondre. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me parlait avec douceur. Ma mère, nerveuse, jetait des regards autour d'elle, de peur que mon grand-père apparaisse. Mais il discutait encore avec le curé, au bout du parvis. Madame Irène m'a demandé si tout allait bien. J'ai voulu répondre oui, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Elle a posé sa main sur mon épaule, et ses yeux m'ont sondé. « Tu n'as pas l'air heureuse, mon enfant. » Je n'ai rien dit. Elle a alors sorti de son sac un petit ruban rouge et me l'a glissé dans la main. « Si un jour tu veux me parler, viens me voir à la bibliothèque municipale. Je t'attendrai. » Puis elle est repartie, comme si de rien n'était. Ce geste anodin, ce simple ruban, est devenu pour moi un talisman. Je le gardais caché dans la doublure de mon manteau, serré contre mon cœur. Pendant des jours, j'ai hésité. Mais une soirée particulièrement violente m'a poussé à franchir le pas. Il avait trop bu. Il avait crié sur ma mère parce qu'elle avait brûlé la soupe. Puis il avait renversé la table et quitté la pièce en jurant. Ma mère tremblait. Moi, je n'ai pas réfléchi. Le lendemain, après l'école, au lieu de rentrer directement à la maison, j'ai pris le chemin de la bibliothèque. L'air sentait la pluie, et mes mains étaient moites. Quand je suis entrée, j'ai senti l'odeur du papier, du bois ciré, du silence apaisant. Madame Irène m'a vue et a compris sans un mot. Elle m'a conduite dans une petite salle au fond, où elle préparait le club de lecture du jeudi. « Dis-moi tout, ma petite Louise. » Alors j'ai parlé. J'ai tout raconté. Les cris, les menaces, les portes forcées, les nuits d'angoisse. Quand j'ai fini, elle avait les larmes aux yeux. « Ce n'est pas une maison pour une enfant, ça, murmura-t-elle. » Elle m'a promis d'en parler au curé, de chercher une solution. Mais elle savait, tout comme moi, qu'à cette époque, les femmes seules avaient peu de recours. Et que dénoncer un homme comme lui, un ancien militaire respecté, c'était risquer le scandale, la honte, et même des représailles. Les jours suivants, rien ne changea. Sauf que mon grand-père semblait plus soupçonneux, comme s'il avait deviné quelque chose. « Tu traînes après les cours, maintenant » m'a-t-il lancé un soir, le ton mielleux mais le regard froid. « Tu crois que je ne te vois pas? Tu crois que les gens ne parlent pas ?» Je n'ai pas répondu. Je savais que le moindre mot pourrait tout déclencher. Alors je me suis tue. Mais je sentais qu'il me surveillait encore plus qu'avant. Il fouillait mes affaires. Il vérifiait mes cahiers. Il a même trouvé le ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il aboyé. Je me suis contentée de baisser les yeux. Il l'a arraché de mes mains et l'a jeté au feu. Plus jamais ça. Les filles honnêtes n'ont rien à cacher. Je suis montée dans ma chambre sans un mot. Et cette nuit-là, j'ai compris que le ruban n'était pas perdu. Il brûlait peut-être dans les flammes, mais il était devenu autre chose, une promesse silencieuse. Celle de ne plus jamais plier. Même si j'avais encore peur. Même si la fuite semblait impossible. J'ai commencé à écrire dans un petit carnet, que je cachais derrière les lattes de mon plancher. Chaque mot était une arme. Chaque phrase, une preuve de mon existence. Et quand la nuit me semblait interminable, je murmurais entre mes dents. Un jour, je partirai. Je jure que je partirai. L'été de mes 15 ans a été le plus chaud que j'ai jamais connu. Le soleil cognait sur les tuiles, les cigales hurlaient du matin au soir, et l'air semblait étouffer tout ce qui vivait. Ma mère, déjà affaiblie, supportait mal cette chaleur. Elle toussait souvent, se plaignait de vertige, mais refusait d'aller voir le médecin. « Ce n'est rien, ma chérie, » répétait-elle. « C'est la fatigue. » Mais moi, je voyais bien qu'elle dépérissait à vue d'œil. Ses mains tremblaient, son teint devenait livide. Un soir, alors que je rentrais de l'école, je l'ai trouvée effondrée sur le sol de la cuisine, le visage contre les carreaux froids. J'ai crié. Mon grand-père est accouru, furieux de ce vacarme. Quand il l'a vue, il a blêmi, puis a marmonné. « C'est sa faute, elle n'écoute jamais. » Il a fallu supplier le voisin pour qu'il appelle un docteur.
Le lendemain, le médecin Maurice est venu. Il a pris son pouls, observé ses yeux, puis m'a regardé avec gravité. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais mon grand-père a refusé. Pas question qu'elle perde. Elle guérira ici, avec du repos. Le docteur a insisté, mais rien n'y fit. Il est reparti, impuissant. Pendant plusieurs jours, j'ai veillé ma mère. Je lui humidifiais les lèvres, je lui racontais des histoires pour la distraire. Elle me regardait avec un sourire triste. « Louise, écoute-moi bien » m'a-t-elle dit un soir, d'une voix à peine audible. « Si un jour je ne suis plus là, promets-moi de ne jamais devenir comme lui. » Je lui ai pris la main, j'ai promis. 3 jours plus tard, elle s'est endormie pour ne plus se réveiller. Le matin, la maison était silencieuse. Je me suis approchée du lit. Son visage semblait apaisé, presque lumineux. Je me suis effondrée sur elle, incapable de pleurer. Mon grand-père, lui, n'a rien dit, pas un mot. Il a simplement refermé la porte et m'a ordonné de laisser le Seigneur faire son œuvre. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Il disait que les enfants n'ont rien à faire parmi les morts. Je suis restée seule à la maison, assise dans la cour, écoutant le vent soulever la poussière. Quand il est rentré du cimetière, il n'a pas prononcé un mot. Mais le soir, il a retiré toutes les affaires de ma mère de sa chambre. Ses robes, ses photos, même son oreiller. Il a tout mis dans un grand sac et l'a porté au grenier. Le PC, c'est du poison, a-t-il dit. Je suis restée muette. À partir de ce jour-là, il n'y eut plus que lui et moi dans la maison. Et le silence. Un silence lourd, qui pesait comme une pierre. Je faisais tout pour éviter ses pas. Je me levais avant lui, je dînais après lui. Je passais le plus de temps possible dehors, traînant près du port ou à la bibliothèque, jusqu'à la fermeture. Mais il surveillait mes allées et venues. Il avait placé un verrou sur la porte d'entrée. « Pour ta sécurité » disait-il. Mais je savais que c'était pour m'empêcher de partir. Une nuit, il a ouvert ma porte. Je faisais semblant de dormir. Je sentais son ombre dans la pièce, son souffle, son odeur âcre d'alcool. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Il est resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il a quitté la chambre sans un mot. Quand le jour s'est levé, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre ainsi. J'ai attendu la rentrée scolaire, et ce matin-là, au lieu de me rendre en classe, j'ai pris la route de Nice à pied. J'avais un petit sac, quelques vêtements et les économies que ma mère cachait dans une boîte à couture. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste partir, loin. Je me suis arrêtée à la gare. Le premier train partait pour Nice. J'ai acheté un billet sans réfléchir. Assise contre la vitre, j'ai regardé défiler les collines, les oliviers, les toits rouges qui s'éloignaient. Je me sentais à la fois terrifiée et libre. C'était la première fois que je respirais vraiment. Quand je suis arrivée à Nice, je n'avais ni famille ni amis. Je suis allée frapper à la porte de la paroisse. Le prêtre, un homme doux nommé Père André, m'a écouté sans poser trop de questions. Il m'a offert un repas chaud et un lit dans une petite chambre attenante à l'église. « Tu peux rester quelques jours, le temps de réfléchir » a-t-il dit. Ces quelques jours sont devenus des semaines, puis des mois. J'aidais à la cuisine, je nettoyais les bancs, je rangeais les livres de prière. Et peu à peu, la vie a repris un sens. Je ne riais pas encore, mais je respirais sans peur. Les mois passèrent à Nice, rythmés par les cloches de l'église et le bruit des vagues au loin. Le père André m'avait trouvé une place à la blanchisserie du couvent Sainte-Claire. C'était un grand bâtiment clair, au-dessus du port, où travaillaient des femmes de tous âges. On lavait le linge des hôtels, des hôpitaux, parfois celui des riches familles de la ville. L'eau tiède, la vapeur, l'odeur du savon me calmaient. Mes mains étaient souvent rouges et brûlées, mais je me sentais utile. Le soir, on dînait tout ensemble dans le réfectoire, autour d'une soupe simple et d'un pain encore chaud. Les sœurs, bien qu'austères, étaient bonnes avec moi. Sœur Bernadette, en particulier, me rappelait ma mère. Elle parlait peu,
mais son regard avait la douceur qu'il me manquait. Un jour, elle m'a confié, les blessures qu'on cache sont celles qui saignent le plus longtemps. Je ne comprenais pas tout, mais ces mots me suivaient partout. Le dimanche, j'allais à la messe du matin. Je m'asseyais toujours au dernier rang, discrète, observant les familles réunies, les enfants endormis sur les genoux de leur mère. Une part de moi les enviait, une autre s'en méfiait. Je ne croyais plus à la protection de personne. Mais je me reconstruisais lentement. Le père André m'avait aidé à m'inscrire à l'école du soir. Je voulais apprendre la dactylographie, les comptes, peut-être trouver un vrai travail plus tard. Pour la première fois depuis des années, j'avais un but. Je dormais mieux, je mangeais mieux, et parfois, je riais même avec les autres filles du couvent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire à nouveau. Je tenais un petit carnet, bleu marine, où je notais mes pensées, mes rêves et mes peurs. J'y racontais les jours de lumière et ceux d'ombre, pour ne pas oublier d'où je venais. Je pensais que le passé était loin derrière moi. Mais le passé, lui, n'oublie jamais. Un après-midi d'hiver, alors que je revenais de la poste, j'ai remarqué une silhouette familière sur le trottoir d'en face. Un grand homme, manteau sombre, chapeau bas. Son allure m'a glacé. J'ai cru d'abord que je me trompais. Mais quand il a levé la tête, j'ai vu son visage. C'était lui. Mon grand-père. Il était là, à Nice. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Je me suis précipité dans la ruelle, j'ai couru jusqu'au couvent, sans me retourner. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et je suis restée là, tremblante. Je ne savais pas comment il m'avait retrouvée. Ni pourquoi. Le lendemain, le père André m'a appelé dans son bureau. Sur la table, une lettre scellée. Un homme est venu te chercher hier, m'a-t-il dit calmement. Il prétend être ton tuteur légal. Il veut que tu rentres chez toi. Je me suis sentie défaillir. Non, mon père, je ne peux pas. Il a lu dans mes yeux la terreur. Alors il a ajouté doucement, je ne t'obligerai pas à partir, Louise. Mais il te cherche. Et il ne renoncera pas facilement. Je suis sortie sans un mot. Les jours suivants, j'ai vécu dans l'angoisse. Je faisais des détours pour aller travailler, je dormais à peine. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Et puis un matin, tout a basculé à nouveau. La police est venue au couvent. 2 gendarmes ont demandé à parler à sœur Bernadette et au père André. Ils avaient une lettre officielle. Elle portait le sceau du tribunal de grâce. Elle ordonnait que je sois confiée à mon tuteur, Monsieur Hercule de la Gloire, en vertu de la loi sur la protection des mineurs. Je n'étais pas encore majeure, il avait obtenu le droit de me reprendre. J'ai crié, supplié, mais rien n'y a fait. C'est la loi, ma petite, a murmuré sœur Bernadette en serrant ma main. Quand il est entré dans la cour du couvent, j'ai vu son sourire. Froid. Triomphant. Il m'a salué comme on salue un soldat qui rentre d'une mission. Tu croyais pouvoir m'échapper, hein? Je n'ai rien répondu. J'étais figée. Il a signé les papiers, pris ma valise, et m'a fait monter dans une voiture noire. Le père André m'a béni d'un geste discret, les larmes aux yeux. Je n'ai pas osé le regarder. Sur la route, personne n'a parlé. Je regardais le paysage défiler, les montagnes s'éloigner, la mer disparaître derrière les collines. Je savais que je retournais en enfer. Quand nous sommes arrivés à la maison, tout semblait plus petit, plus sombre qu'avant. Les murs, les meubles, même l'air que je respirais portaient encore la trace du passé. Rien n'avait changé. Pas une photo de ma mère, pas une fleur sur la table. Tout était resté figé, comme si le temps s'était arrêté le jour de sa mort. Il m'a fait entrer sans un mot. Dans la cuisine, il a posé ma valise au sol, puis s'est assis à sa place habituelle, face à la fenêtre. « Tu feras bien de te souvenir, Louise, a-t-il dit calmement. Les gens ici savent qui tu es. Et moi, je sais ce que tu as fait. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais son ton suffisait à me glacer. Les jours suivants, il a repris ses vieilles habitudes. Les horaires stricts. Les prières forcées. Les repas en silence.
Mais il y avait quelque chose de nouveau chez lui. Une fragilité dans ses gestes, une lourdeur dans sa respiration. Il vieillissait. Ses mains tremblaient, ses pas étaient plus lents. Pourtant, il tenait à tout contrôler. Il disait que je devais redevenir digne du nom de la famille. Il m'avait interdit de retourner au couvent, et je n'avais plus le droit d'écrire. Le carnet bleu, celui que j'avais emporté de Nice, je le cachais désormais sous une lame du plancher, près du lit. Chaque nuit, quand il dormait, je l'en sortais pour y griffonner mes pensées. C'était tout ce qui me restait de libre. Le jour, je faisais les corvées. Je lavais, je cousais, je préparais les repas. Il m'observait sans cesse, comme s'il attendait la moindre erreur pour me rappeler que je n'étais qu'une ingrate. Mais le soir, quand je l'entendais tousser dans sa chambre, je savais qu'il s'affaiblissait. Un mélange étrange montait en moi, de la peur, oui, mais aussi une sorte de pouvoir nouveau. Je n'étais plus l'enfant d'autrefois. J'avais connu la faim, les fuites, la solitude. Et maintenant, je comprenais que la peur n'était plus un mur, mais une arme qu'il utilisait. Un soir d'hiver, il est tombé dans le couloir. J'ai entendu le bruit sourd, le craquement de bois, et ses jurons étouffés. Je me suis approché, sans hâte. Il était au sol, incapable de se relever. « Louise » a-t-il crié, haletant. « Aide-moi » Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de pitié. Pas de panique. Seulement un calme glacé. Je l'ai aidé à s'asseoir, puis je lui ai tendu sa canne. Il m'a regardé longuement, cherchant peut-être dans mes yeux la petite fille qu'il terrorisait autrefois. Mais elle n'était plus là. Les jours suivants, il s'est mis à dépendre de moi. Je devais lui apporter ses repas, ses médicaments, le conduire à la chaise du salon. « Tu vois, je t'ai toujours dit que tu avais besoin de moi », répétait-il d'une voix éteinte. Mais c'était lui, maintenant, qui avait besoin de moi. Cette inversion silencieuse du pouvoir me donnait de la force. Je faisais ce qu'il demandait, mais à ma manière. Je changeais ses horaires, je décidais de ce qu'il mangerait, je lui répondais sans trembler. Il ne criait plus. Il me regardait parfois avec une peur qu'il essayait de dissimuler. C'est alors que j'ai commencé à écrire pour de bon. Non plus pour survivre, mais pour raconter, pour donner un sens à tout cela. Chaque page était un morceau de ma liberté retrouvée. Chaque mot, une porte entr'ouverte sur le dehors. Un soir, je suis montée au grenier. Là-haut, tout sentait la poussière et les années. Je me suis mise à fouiller dans les vieilles caisses. Et j'ai trouvé la boîte que je n'avais pas revue depuis l'enfance. Celle où ma mère gardait les lettres de mon père. Il n'avait pas tout brûlé. Certaines étaient là, jaunies, pliées avec soin. Je les ai lues à la lumière d'une bougie. Des mots tendres, des promesses simples. « Je veux qu'elle ait ta douceur, ton courage », écrivait-il en parlant de moi. Je suis restée là des heures, à relire encore et encore, comme pour entendre sa voix à travers le papier. Quand je suis redescendue, j'ai su que quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur de lui. Plus peur de cette maison. Ni du PC. Quelques semaines plus tard, il a fait une rechute. Il a été transporté à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il ne passerait pas l'hiver. Avant de partir, il m'a fait appeler dans sa chambre. « Louise » a-t-il murmuré, la voix rêpeuse, « je suppose que tu me détestes. » Je n'ai pas répondu. Je voulais seulement que tu sois forte. J'ai souri doucement. Alors rassurez-vous, ai-je dit. Je le suis devenu. Il m'a regardé longtemps, puis a détourné les yeux. 2 jours plus tard, il est mort. Je n'ai pas pleuré. Je suis sortie dans la cour, j'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, l'air n'avait plus d'odeur de peur. Je me suis figée, incapable de bouger, le cœur battant à tout rompre. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu ni ce que j'avais entendu. Ils avaient réellement dit que ce n'était qu'un malentendu. Je suis restée là, derrière la porte, pendant de longues minutes, la respiration saccadée. Puis, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée à la cuisine, mais je n'avais plus faim.
Je me suis assise, les mains croisées sur la table, et j'ai pleuré en silence. Je pensais à cette jeune fille, si jeune, si vulnérable. Et je pensais à moi, à toutes les fois où j'avais fermé les yeux, où j'avais voulu croire que tout allait bien. Mais ce jour-là, un fil s'était brisé. Je savais que je ne pourrais plus jamais être la même. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ni comment. Mais j'allais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce silence complice. Je devais parler. Je devais agir.